Voilà, je vous propose qu'on commence par la première séquence et le portrait territorial. On va commencer avec vous, Corinne Wolf. On l'a dit, la loi SRU a supprimé les schémas directeurs et a mis en place les schémas de cohérence territoriale, les SCOT. Et Métropole Savoie a été un des premiers territoires à s'inscrire dans cette démarche, puisque vous avez approuvé votre SCOT en 2005. Finalement, avec le recul, comment vous jugez cette anticipation et qu'est-ce que ça a pu produire? On le verra dans un deuxième temps. Je crois qu'en effet, il est important de jeter un regard sur le chemin qui a été parcouru, en effet, depuis l'année 2000, avec cette fameuse loi SRU dont tout le monde retiendra qu'elle a introduit la mixité sociale dans nos programmes de logement, mais surtout, elle avait 3 grands objectifs premiers qui étaient d'abord d'introduire une plus grande solidarité sur les territoires, d'encourager également le développement durable et puis de renforcer la dimension de la démocratie et de la décentralisation. Et pour mettre en œuvre cette philosophie générale, eh bien, elle s'est appuyée sur un certain nombre de mesures et dont les plus importantes mesures ont eu des retentissements sur le droit de l'urbanisme, puisque l'ensemble des documents d'urbanisme ont dû être modifiés, puisque nous avions autrefois des schémas directeurs qui ont été remplacés par nos schémas de cohérence territoriale, et puis nos anciens plans d'occupation des sols ont été remplacés ensuite par les plans locaux d'urbanisme. Nous avons également dû mettre en place des mesures relatives à une recherche de développement durable en travaillant sur la densification déjà, avec une lutte contre l'étalement urbain dans les formes urbaines, et puis évidemment de développer les transports en commun, dont on savait que la desserte des transports en commun devait être corrélée avec les aménagements urbains et donc que les zones devaient être convenablement desservies pour limiter déjà l'usage de la voiture. Alors, les élus de Métropole Savoie, il y a donc déjà plus de 20 ans, se sont réunis en 1996, donc les 3 intercommunalités qui s'appellent aujourd'hui Grand Chambéry, Grand Lac et la communauté de communes Cœur de Savoie. Et ils ont commencé à travailler dans le cadre de ce syndicat mixte pour essayer d'élaborer un projet de territoire partagé qui se voulait ambitieux, qui se voulait volontariste et qui mettait déjà en œuvre des questions d'enjeux d'urbanisme, de préservation des espaces agricoles et paysagers et évidemment sur des questions également de transport. Ce qui a donné lieu donc à l'élaboration de ce fameux schéma de cohérence territoriale qui a été approuvé le 21 juin 2005, qui était véritablement un acte politique important, responsable en matière d'organisation territoriale et qui a permis d'ailleurs de traduire de manière très concrète les objectifs de cette loi SRU. Alors ce projet de schéma de cohérence territoriale est fondé sur la dimension de la diversité de notre territoire. C'est vraiment le socle de son identité et cela s'articulait évidemment autour de grands axes. Le premier axe, mais on l'a dit, c'est la question de la protection des espaces qui tout à coup devenait plus importante et plus prégnante, avec notamment les espaces agricoles qui présentaient pour certains des intérêts de grands paysages et on a donc on s'est préoccupé davantage de la notion de biodiversité. Et on a donc, à cet égard, renforcé des niveaux de protection des espaces agricoles et des espaces viticoles, et puis également renforcé des mesures de protection plus spécifiques sur les espaces d'intérêt écologique, en mettant en place, par exemple, des corridors écologiques. Il y avait bien entendu cette dimension de développement qui se voulait solidaire et structurée sur une armature territoriale en complémentarité à travers le territoire de Métropole Savoie, avec évidemment des réponses à apporter sur les questions d'habitat, les questions de transport, les questions de développement économique, les questions de services, d'équipement, et puis tout cela a été coordonné dans cette organisation territoriale qui a été matérialisée dans ce SCOT. Il y avait bien évidemment déjà cette problématique de réduction de la consommation d'espace
qui se voulait déjà ambitieux en 2005 et dont la trajectoire de réduction ne fait que s'amplifier jusqu'à le SCOT plus récent que nous avons voté en 2020. Il y avait bien évidemment cette trajectoire de transition écologique, énergétique, avec l'impératif de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Et c'est d'ailleurs toujours au cœur de nos préoccupations, puisque l'ensemble des nouvelles constructions, les logements, les équipements, les bureaux, doivent maintenant équiper leur toiture d'équipements publics avec notamment des supports de production d'énergie renouvelable. Alors on voit bien que à travers toutes ces orientations qui étaient très volontaristes, qui ont été prises, le territoire de Métropole Savoie avait déjà une vision à long terme et une vision stratégique de son aménagement durable et responsable qui a donc été engagée depuis plus de 20 ans. Alors, deuxième question, qu'est-ce que ça a produit? Quelles sont aujourd'hui les principales caractéristiques du territoire? Quelles sont ses dynamiques? Est-ce que ça a freiné ou pas le développement? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner sur ce sujet? Mais je crois qu'il est important effectivement d'avoir peut-être quelques données un peu actualisées de nos connaissances pour comprendre à quel point elles ont une implication sur cette armature territoriale qui, je le rappelle, est organisée autour d'un axe métropolitain qui est armé par des pôles d'appui, des pôles de proximité, et puis il y a évidemment en complémentarité les communes rurales, tout cela composant l'identité de Métropole Savoie. Alors, le premier axe, évidemment, factuel, qui conditionne cette organisation territoriale, c'est sa géographie, avec une géographie particulièrement contrastée. Nous avons en particulier une zone de montagne qui représente 52%, et puis un secteur de plaine qui représente 30% du territoire, mais pour autant qui concentre une très forte proportion des enjeux de développement urbain. Et c'est d'ailleurs ce secteur de plaine qui accueille actuellement 81% de la population, des habitants, avec la majorité des emplois, la majorité des équipements et la majorité également de l'offre de transport en commun structurée. Par ailleurs, le territoire est caractérisé par un certain nombre de spécificités environnementales et de contraintes, notamment sur ce secteur de plaine, puisque c'est ce secteur qui en particulier est impacté par les risques d'inondation, par exemple, et sur lesquels la préservation de la biodiversité peut s'avérer peut-être plus complexe. Il est important de dire aussi que c'est dans ce secteur de plaine pour autant que se concentre 80% du développement qui est attendu à l'horizon de 2040. Alors, le territoire de Métropole Savoie est un territoire particulièrement dynamique et attractif. Le président l'a évoqué tout à l'heure. Nous avons accueilli 45 000 nouveaux habitants depuis 2000, ce qui augmente évidemment son poids dans le département, puisque Métropole Savoie représente 58% de la population savoyarde. Et le moteur de cette dynamique démographique et de cette croissance est dû en grande partie au solde migratoire, même si il faut reconnaître que le solde naturel constitue quand même une part qui n'est pas négligeable dans l'évolution démographique des communes rurales en particulier, puisque c'est le territoire rural qui connaît une dynamique qui est 2 fois plus importante, 2 fois plus élevée au cours des 20 dernières années que les communes urbaines de l'axe métropolitain. Alors on doit cependant reconnaître que cette dynamique est assez contrastée, puisqu'il faut prendre en compte aussi le vieillissement de la population qui révèle un taux d'évolution de 3% par an, alors même que pour les personnes de plus de 60 ans, qui est donc 6 fois supérieure à celle des personnes de moins de 59 ans. Un autre élément de repérage important, c'est la question de la composition du parc de logement. Il se trouve que ce parc de logement est assez diversifié, mais il n'est pas toujours en phase avec la réalité de la composition des ménages.
puisque cette typologie de logement, en réalité, varie selon les secteurs. Il y a par exemple 70% d'appartements dans l'axe métropolitain, et contre 84% de logements qui, eux, sont évidemment individuels dans les communes rurales, avec évidemment un axe qui dispose plutôt d'une offre équilibrée dans la taille des logements, entre grands et petits logements, alors que les communes rurales et les communes de pôle sont, elles, plus particulièrement marquées par des poids de logements plus grands, de 4 pièces et plus, avec respectivement 81 et 73%. Alors, pour autant, il faut aussi reconnaître qu'il y a une certaine inadéquation qui est révélée, puisque face à 42% de logements de 3 pièces maximum à l'échelle de Métropole Savoie, eh bien, ce territoire compte 66% de ménages de 1 à 2 personnes. Car ce qui est important de noter, c'est que la taille des ménages a baissé, puisqu'en 68, la taille moyenne était de 3,1 personnes par ménage, et que maintenant, ce seuil est voisin de 2,1 personnes, avec des éléments que l'on peut davantage attribuer à des évolutions sociétales, de desserrement des ménages, de décohabitation, et aussi de vieillissement de la population et de personnes qui vivent seules. Autre élément qui paraît très important, le président l'a évoqué tout à l'heure, c'est le fait que nous concentrons à Métropole Savoie 56% de l'emploi du département, ce qui montre aussi sa dynamique en matière économique et qui apparaît donc avec un territoire attractif avec 110 240 emplois. C'est une dynamique qui est également illustrée par un indice de concentration favorable, c'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois que d'actifs, avec une évolution de 5% d'emplois supplémentaires chaque année depuis 2019, et c'est une évolution annuelle du même ordre que pour les actifs qui sont occupés. Alors l'emploi de ce territoire est également marqué par une forte évolution de la représentation des cadres. C'est une des particularités de ce territoire, puisque nous avons eu plus de 32% au cours des 10 dernières années. C'est une hausse qui est nettement plus importante que pour les autres catégories socio-professionnelles. Alors, en matière d'occupation maintenant de notre sol sur le territoire, nous avons un territoire de 1200 km² qui évidemment a un caractère excessivement naturel. Les territoires qui sont l'espace qui est artificialisé, à titre de comparaison, ne représentent que 140 km² sur les 1200. Alors, ce sont essentiellement des espaces naturels, des espaces agricoles qui recouvrent 98% de la superficie de notre territoire, avec par exemple 665 km² d'espaces naturels, dont 53 km² de surface en eau, et 396 km² d'espace agricole. Alors, parmi les espaces artificialisés que j'ai évoqués, qui représentent 140 km², il y a une majorité évidemment de tissus mixtes à dominante d'habitat avec 67%, mais également 18% pour les infrastructures et 15% pour les espaces économiques. Donc, si l'on croise finalement toutes ces évolutions de l'occupation avec les dynamiques de développement du territoire, eh bien, nous constatons que les ambitions que les élus ont défendues dans ce SCOT se traduisent par des résultats qui sont extrêmement intéressants, puisque nous avons une réduction de la consommation foncière significative de l'ordre de moins 56% au cours des 18 dernières années par rapport aux décennies antérieures, et notamment par rapport à l'année 2000, ce qui représente une consommation moyenne de 87 hectares par an. Et c'est une consommation qui, sur les années 2011-2019, est dédiée à 71% pour construire des logements, des équipements, des commerces en tissu mixte, 26% pour des parcs d'activités économiques et 2% pour des infrastructures. Autrement dit,
Cette trajectoire de réduction s'entend également au regard d'autres indicateurs, et notamment la consommation de mètres carrés par logement, par exemple, ou de mètres carrés par nouvel habitant accueilli, ce qui montre que la préservation de notre ressource première, qui est le sol, est bien déjà ancrée dans cette philosophie de ce SCOT de Métropole Savoie. Merci beaucoup. Monsieur Saint-Germain, donc nouvel enjeu, nouvelle étape avec la loi climat et résilience. Comment le territoire, à l'échelle de Métropole Savoie, se saisit finalement de ces nouveaux enjeux? La loi climat résilience, tout d'abord, contrairement à d'autres citées par le président Beretti ou par rapport à la loi NOTRe, elle a cet avantage de se nommer climat et résilience. Elle peut nous permettre tout de suite de concevoir qu'elle est sur une réaction par rapport au changement climatique et pour mettre en œuvre des actions qui vont permettre au territoire et donc au nôtre, celui qui nous concerne aujourd'hui, celui de Métropole Savoie, d'aboutir et de nous rendre et de tendre vers une plus grande résilience et d'une adaptation du territoire avec un renforcement de cette résilience et c'est une loi qui vise à ancrer l'écologie dans la société et à accélérer la transition des modèles de développement. Donc l'objectif est celui d'arriver à une société qui soit plus neutre en carbone, une société qui soit plus juste et plus équitable, avec une acceptation du modèle de développement, avec une solidarité entre les habitants, entre les acteurs du territoire, et ce sont des thèmes qui, s'il s'applique à l'échelle nationale, s'applique évidemment à l'échelle du territoire de Métropole Savoie. Son champ d'application à cette loi est très vaste. Je citais la notion de justice et de justice sociale, l'évolution des modes de consommation, la thématique des déplacements et des modes de déplacement, la question de l'éducation, comment éduquer et comment accompagner les acteurs, les habitants vers ces évolutions, et évidemment la question de l'urbanisme qui nous concerne particulièrement ce soir. En termes d'urbanisme, on est donc vers un objectif général de la lutte contre l'artificialisation des sols, avec des objectifs à 2030, à 2040, à 2050, avec plusieurs pas de temps. Ces nouveaux objectifs, ils doivent être déclinés dans les documents de planification territoriaux. Donc on a le SRADET, on a le SCOT, et donc on y a toute notre place, et on a les PLU, PLUI, ou les cartes communales pour les territoires, les communes qui sont encore sous ce fonctionnement et sous ce régime. On a des actions, on le sait, qui peuvent être mises en place si les échéances ne sont pas respectées, avec des sanctions qui pourront être appliquées ou qui pourraient être appliquées. Donc une nécessité, mais aussi un intérêt à anticiper et à respecter les délais qui nous sont imposés par la loi. Et sur les pas de temps que je citais tout à l'heure, avec un premier palier qui consiste à réduire de 50% la consommation foncière entre 2021 et 2031 par rapport à la consommation foncière qui avait été consommée sur le même territoire sur la période 2011-2021, donc sur les 10 ans précédentes. Pour ce premier pas, donc, l'enjeu est de sobriété foncière. On travaille par rapport à la réduction de la consommation sur les ENAF. Et là, comme ça, c'est un sigle complémentaire à tous ceux qu'avait cité le président Beretti dans son mot d'introduction et son mot d'accueil. Donc les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et donc, de facto, une lutte contre l'étalement urbain. Si on veut donner des chiffres en complément que ceux que Corinne Wolf nous donnait pour revenir au territoire, sur la consommation foncière en matière d'urbanisation et d'étalement, sur 2011-2021, on sait qu'environ 750 hectares ont été consommés sur donc, le périmètre et le territoire de Métropole Savoie. C'est traduit à l'échelle d'une journée, c'est 2000 mètres carrés. Et à ce rythme-là, si on poursuivait sur ce rythme-là, puisqu'on est à Aix-les-Bains, on va continuer l'image sur le territoire et l'ancrage territorial, c'est le lac du Bourget qui serait recouvert en 60 ans.
Mais en même temps, on peut dire que le travail qui a été fait depuis 2005 est payant, puisque si on n'avait pas déjà fortement diminué notre consommation depuis 2005, on serait non pas à cette consommation sur 60 ans, mais de manière 3 fois plus rapide. Alors, première étape, premier palier, division par 2 sur les 10 prochaines années. Le second palier? Le second palier, c'est réduire l'artificialisation pour arriver sur une artificialisation sur les 2 décennies suivantes, pour arriver à 0 artificialisation à l'échéance 2050. C'est donc une artificialisation qui ne s'entend pas comme le solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées. Donc, c'est 1 hectare artificialisé doit être traduit par 1 hectare qui est désartificialisé. Et c'est une mécanique qui est relativement simple à comprendre pour le coup. Donc, on passe d'une vision, schématiquement, on passe d'une vision en 2D à une vision en 3D, avec intégration de la valeur des sols, avec intégration des différentes fonctionnalités des sols, de l'enjeu de la qualité des sols. Et on arrive donc sur un schéma qui est affiché derrière moi, où on retrouve une construction d'un territoire qui prend en compte toutes les compétences et tous les objectifs qui ont été prédéfinis. Et on arrive sur un territoire, pour rebondir sur les propos que citait le président Beretti, avec un territoire poétique, puisqu'il faisait allusion à Queneau, ou un territoire où toute la culture et tout le bien-être et le bien-vivre ont sa place. Ça, c'est le domaine des fables qu'apportait dans son discours le président Guigues. Donc voilà sur la vision 3D et la co-construction d'un territoire. Merci, on peut les applaudir.